PHB. On aura... This meeting is being recorded. On aura également... on aura aussi Olivier Cambry, donc comme je disais tout à l'heure, qui est conseiller stratégique en planification de projets à la Société québécoise des infrastructures. Et enfin, on aura Dofou Marc-Élisée Monceau, qui est économiste senior à l'ANARE. Voilà pour ce qui concerne le parcours de nos différents panélistes et puis de notre modérateur du jour, à qui je vais dès à présent transférer la parole. Donc, Joël Taki, tu peux prendre la parole et puis commencer les débats. Ok, merci bien, Emmanuel. Donc, bonjour à tous. Je vais activer ma caméra. Ok, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Et donc, comme le président l'a plus ou moins expliqué tout à l'heure, on va commencer avec le second panel. Donc, il y a le panel numéro 2 qui parlera des infrastructures de l'énergie et du développement durable. Donc, entre autres, il a très bien présenté nos différents intervenants, nos différents panélistes sur ces différents sujets. Donc, on va essayer de planter le décor un peu. Donc, tout à l'heure, donc on a parlé un peu d'émergence, donc sur la partie économique. Et il était question, effectivement, de se baser sur ce qui avait été prévu par la Côte d'Ivoire en termes de plan de développement, donc qui avait été initié par notre gouvernement. Et entre autres, si on veut parler, par exemple, d'émergence, il faut également parler de tout ce qui concerne l'infrastructure, donc le développement de l'infrastructure, que ce soit les bâtiments, les routes, également tout ce qui est l'accès à l'électricité. Et donc dans ce panel, il sera question d'aborder ces différents points-là, entre autres. Donc, à la fois donc sur deux aspects. Donc, première partie, on parlera de tout ce qui tournera autour des infrastructures, donc infrastructures routières, aéroportuaires. Et dans la seconde partie, on en viendra à tout ce qui concerne la partie de l'énergie, entre autres. Donc, l'accès à l'électricité et éventuellement la question qui est d'actualité, qui est liée à la transition énergétique, quand on parle un peu de tout ce qui se passe en Europe, etc. Alors, donc, pour planter le décor, on va déjà aborder le premier point, donc, qui concerne les infrastructures, plus précisément les infrastructures routières. Donc, on est un peu au parfum de l'actualité qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. On a de vastes projets qui ont été menés, donc qui ont été prévus. Et il se trouve que on a entendu, on va dire, les cris un peu de la population quant au, par exemple, dans la période de grandes pluies, on a entendu qu'il était question de tout ce qui concerne les inondations, dégradation des routes, difficulté d'accès à certaines zones à l'intérieur du pays. Et je pense que ces points sont assez importants et il est d'ailleurs crucial qu'on en parle un peu. Et donc, sur cette première partie-là, ce que je peux dire, voilà. Donc, sur cette première partie-là, on se pose la question de savoir est-ce que derrière, on va dire, on a un manque d'investissement d'un point de vue financier de l'État ivoirien pour le développement de ces infrastructures routières, ou on a juste, on va dire, un manque cruel de compétences donc, des jeunes Ivoiriens qui sont à l'ouvrage sur ces actifs-là. Parce que à plusieurs fois, il est revenu comme quoi on a du mal, du moins les routes qui ont été construites peut-être il y a 2-3 ans sont déjà dégradées après 3 ans d'opération. Donc, qu'en est-il vraiment? Donc, je pense que déjà sur cette première partie-là, je vais laisser la parole à Madame Flore Gué, donc, qui peut-être pourra nous donner un peu son avis sur cette partie-là. Bonjour à tous. Bonjour Joël, merci pour la parole que tu me donnes pour donner mon avis sur cette question. Je ne pense pas que la première réaction par rapport à cette situation de chaussée qui se dégrade
ou de l'état des infrastructures puisse être lié directement à une question de compétences ou à un manque d'investissement de la part de l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'on a pu voir quand même que l'État, l'évolution du réseau routier a beaucoup changé entre 2011 et 2021. On est parti d'un réseau qui était pratiquement à 90% dans un état de dégradation très avancé à un réseau aujourd'hui qui présente un état plutôt correct dans l'ensemble. Même si dans des situations bien particulières, on peut observer des routes qui sont dégradées, qui ont besoin d'intervention. Parce que même en effet, si je sors les statistiques aujourd'hui, c'est-à-dire selon ce que les modèles que l'âge route fait, sur les 82 000 km de route dont la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui, vous avez 35% qui est en bon état, 30% en moyen état, 15% en état, en mauvais état, et vous avez quand même 20% de ce réseau qui est en travaux. Donc, on dit déjà qu'en termes d'action d'État, il y a des actions qui sont menées. C'est pas, le réseau n'est pas... Et le volet situation de dégradation ne peut pas être lié directement à la compétence parce que quand on regarde aussi les raisons qui sous-tendent la dégradation de ces chaussées-là, les fois où on a vraiment sorti, c'était il y a des événements climatiques qui sont associés. Donc, quand on prend par exemple au niveau d'Abidjan, des routes qui après de fortes pluies se retrouvent dégradées, il y a le volet climatique qui doit être pris en compte parce qu'on n'ignore pas que le changement climatique a un impact important aujourd'hui sur les infrastructures. Donc, ça, c'est l'une des raisons. Et évidemment, on ne peut pas rejeter la responsabilité humaine dans les dégradations qui interviennent. Oui, il doit y avoir certainement du mauvais travail qui peut être fait par moments sur certaines voies qui peuvent expliquer la dégradation précoce de certaines voies. Donc, en termes d'avis sur cette question, voici ce que je peux déjà dire. Ok, d'accord, merci. Est-ce que M. Cambry, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui. Je vois que déjà, vous avez levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour à tous. Je m'excuse, disons, du léger retard. Mais effectivement, merci déjà pour disons, cette opportunité-là d'être présent ce matin en cette conférence, assez importante aussi. Et pour en rajouter un peu à ce que disait Flan, Flan, on ne va pas se vous voyez, on se connaît là, donc Oui, tout à fait. Exact. Ce qu'il disait Flan, j'appuie totalement là. Mais moi, j'aimerais, apporter un élément plus sur le volet développement durable. C'est-à-dire, de plus en plus, effectivement, on a des compétences, mais ce qu'on ignore, c'est qu'avec les changements climatiques, aussi certaines infrastructures, notamment les infrastructures de drainage, sont dévoyées pratiquement de leur objectif premier. Donc, on peut le voir clairement, des caniveaux qui sont bouchés. De façon inconsciente, la population ne se rend pas compte de l'impact que tous ces ouvrages d'assainissement qui ne sont pas entretenus ou qui sont mal utilisés par la population a directement sur les chaussées. Parce que l'ennemi principal de la route, et Flo en conviendra avec moi, c'est l'eau. On ne conçoit pas une route pour qu'elle puisse baigner dans l'eau disons, de façon constante. Bien qu'on utilise des matériaux qui sont perméables, qui permettent qu'après une grosse pluie, l'eau puisse s'infiltrer assez rapidement. Mais vous comprendrez et vous conviendrez avec moi qu'une infrastructure, une route, une chaussée qui reste inondée pendant un certain nombre de temps, clairement que après, lorsque l'eau se retire, l'infrastructure va se dégrader de façon accélérée. Donc, il y a aussi une responsabilité aussi quant à l'utilisation et aussi quant aux conséquences, disons, que peut avoir l'utilisation de certaines infrastructures qui sont pratiquement un tout. Donc, on ne peut pas seulement sortir les infrastructures routières sans parler aussi d'assainissement. Donc, il faudra avoir une approche quand même systématique. Donc, vulgariser quand même davantage parce que le gouvernement met quand même assez d'efforts pour pouvoir, disons, faire ces investissements-là. Mais d'un autre côté, il faudrait aussi, en tenant compte aussi des changements climatiques que nous avons actuellement,
parce qu'on a quand même beaucoup de pluie. Il faudrait que l'eau puisse quand même, disons, s'évacuer quand même assez rapidement, donc pour ne pas, disons, exposer, disons, de façon critique à nos infrastructures. Donc, je vais m'en arrêter là et laisser mes autres collègues ajouter. Merci. OK. Mais pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire déjà, je sais pas, mais je constate que par exemple dans certains pays, effectivement, par rapport à ce qui est prévu en termes d'infrastructure, on a toujours, on va dire, alors on prévoit derrière qu'on ait tel niveau de développement et on anticipe certaines contraintes qui éventuellement pourront, comme on l'a dit tantôt, dégrader l'actif en question. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je me pose cette question, est-ce que cela n'a-t-il pas été prévu par l'État ivoirien déjà en amont de ce problème de ruissellement d'eau qui peut-être dégrade nos routes? Parce que je me dis que derrière, on a tout un comité qui est mis en place, toute une structure de réflexion. Donc, qu'en est-il vraiment? Parce qu'on ne va pas tantôt à chaque fois reporter la faute sur le changement climatique, mais derrière, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je me pose cette question-là. OK. Mais, bon, la question, OK, Mac-Élisée, vas-y, je te laisse aller. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, Ok. Tout d'abord, j'aimerais dire merci aux organisateurs de cette conférence de m'avoir associé à prendre part à ces sujets de réflexion. Et c'est important pour nous autres jeunes Ivoiriens de pouvoir faire connaître, apporter un peu notre contribution à l'éveil des consciences et orienter certains décideurs quant aux stratégies de développement à mettre en place. Et parlant des infrastructures et venant à la question, je ne prétends pas être un spécialiste des infrastructures en Côte d'Ivoire, mais de mon œil de profane, déjà, ce que je peux dire à cette question, c'est que euh, on ne peut pas tout prévoir. Ça, il y a toujours une maille d'incertitude dans tout ce qui est fait comme projet de développement. Et cette maille d'incertitude peut avoir des conséquences énormes. Et ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas véritablement être maîtrisées par l'homme. En tant que statisticien, je sais un peu de quoi je dis quand je parle d'incertitude. Aujourd'hui, on peut prévoir que cette période-ci ou cette période de construction est une période propice à telle infrastructure. Mais il s'avère qu'avec les aléas climatiques, on peut avoir de grandes surprises. Et donc, c'est vrai, ce serait trop facile d'incriminer à chaque fois le changement climatique, mais il faut comprendre que l'incertitude fait partie, en fait, des projets de construction et l'homme n'y peut rien. Malgré la bonne volonté de l'État ou des ingénieurs qui sont sur le terrain, c'est pas évident de prévoir chaque chose de façon précise. Et vu que les projets de construction s'étalent sur de longues périodes, donc il va sans dire que sur une année, pendant que par exemple pour une année X, il pleut par exemple en janvier, pour une autre année X, ça sera un mois plus tôt. Donc, peut-être vouloir anticiper ces choses ne peuvent pas être à 100% comme on le souhaiterait. Et ce sont des données dont il faut tenir compte. Et malheureusement, cela a une conséquence sur le budget des projets en construction. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau concernant ce qu'il y a lieu de faire ou pourquoi est-ce que on assiste toujours à ces dégradations qui ne sont pas ce que tout le monde souhaite. Merci. Merci bien pour ton intervention. Peut-être, Flore, tu souhaites ajouter quelque chose sur ce point-là ou... par rapport à la question de... Non, je veux dire, l'État ou les entités qui sont en charge du réseau ne restent pas sans rien faire. Et je pense déjà je prends en 2012 déjà, le FAIR, la GEOCOUT, le LBTP, la structure dans laquelle je suis, le ministère, il y a eu un séminaire sur la recherche pour travailler, pour présenter l'état des besoins en termes d'infrastructures, mais des actions de recherche à réaliser en amont pour pouvoir soutenir toutes ces infrastructures qui seront réalisées.
Donc, on dit les entités en charge de la gestion du réseau sont conscients qu'il y a des paramètres, même déjà en interne, c'est-à-dire en termes de financement, de rentabiliser le financement dans les routes, de faire des routes qui tiennent pendant longtemps, et aussi en prenant en compte le volet du changement climatique, qu'il faut prendre de l'avance et proposer des solutions pertinentes. Donc, il y a des actions qui sont menées. Certes, les résultats ne sont pas aussi rapides qu'on voudrait avoir, mais il y a des actions qui sont en cours et qui sont menées. Donc, pour appuyer ce que Marc était en train de dire par rapport à l'incertitude qui reste toujours un volet très important lorsqu'on réalise des projets de développement et d'infrastructures, surtout dans notre contexte actuel. Ok, d'accord. Du coup, je vais rebondir un peu également sur ça, mais peut-être aborder sur un autre axe. C'est déjà, donc, si les infrastructures routières sont déjà présentes, on constate aussi que, notamment à Abidjan, l'accès, par exemple, aux zones à fort trafic sont souvent assez compliqués. Donc, je prends le cas du plateau, où effectivement, les usagers se plaignent comme quoi il arrive qu'on puisse faire 2 heures de trajet uniquement pour se rendre entre Cocody et Plateau. Donc, après, on constate que l'État aussi avait, donc ce n'est qu'un exemple avec le Plateau, mais il y a également, par exemple, d'autres zones telles que Grand Bassam ou Yopougon, etc. Donc, effectivement, l'État a décidé d'engager certains investissements. Mais la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que ces investissements-là sont finalement pertinents pour désengorger un peu Abidjan. Parce qu'on se rend compte déjà, si on a suivi un peu l'actualité, avec ce qui s'est passé avec le péage qui relie Abidjan et Grand Bassam. Donc, on a eu quelques mécontentements de la population quant au prix, tarif qui était fixé pour le pont, etc. Et avec quelques contraintes qui sont rajoutées dessus. Donc, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez plutôt de ces investissements, finalement, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va et comment essayer de résoudre peut-être cette question du trafic et d'accès à des zones qui souvent sont difficiles d'accès aujourd'hui, présentement à Abidjan, à cause effectivement de cette hausse de la population. J'aimerais prendre la parole rapidement et apporter quelques éléments sur cette question. Oui. J'aime souvent le dire, le développement est une pilule amère, tant pour le gouvernement que la population. Et cela, en fait, c'est la conséquence parfois de l'absence de vision à très long terme, de projection à long terme ou d'absence d'action effective pour soutenir la vision. Vous savez, quand on regarde un peu la congestion de nos routes ici à Abidjan, on se rend compte que de la nécessité non seulement de ces investissements qui sont en train d'être faits au niveau des infrastructures, mais en même temps de l'insuffisance de ces infrastructures. Pourquoi? Parce que Abidjan, nous avons vécu pratiquement 10, 15 ans sans qu'il y ait réellement d'infrastructures ici à Abidjan. Et la crise que nous avons eue ici en Côte d'Ivoire a eu pour conséquence l'exode de la population vers les zones nord aux zones sud. Aujourd'hui, quand on prend la répartition de la population, on se rend compte que Abidjan, à elle seule, concentre plus d'un cinquième même, je dirais, de la population. Et cette ruée massive de la population vers Abidjan fait qu'il y a un problème de mobilité qui se pose. Et surtout que cette mobilité se fait ensemble par la population, c'est-à-dire à des heures précises. Tout le monde est amené à migrer vers un lieu, notamment le plateau ou Abidjan Sud. Donc, il se trouve que pour fluidifier ces routes, l'État est amené à faire des investissements pour élargir soit ces routes ou pour construire de nouvelles infrastructures et faciliter cette mobilité. Donc, c'est important pour l'État de faire cela, donc ce n'est pas inutile de faire ces infrastructures, mais en même temps, je souligne le fait que ces infrastructures ne seront pas suffisantes pour pouvoir résoudre le problème de la mobilité des biens
des personnes ici à Abidjan. Il faut pouvoir élargir cette politique, excusez-moi, il faut pouvoir élargir cette politique en ayant une vision plus large de la Côte d'Ivoire, une vision plus large du développement ici en Côte d'Ivoire et permettre à ce que les infrastructures dont dispose Abidjan, les villes de l'intérieur puissent aussi en disposer et permettre à la population de ne pas être contrainte de venir vivre à Abidjan pour avoir un meilleur niveau de vie. Merci. OK. Merci bien pour ce point. Est-ce que peut-être, Olivier, tu souhaites Ben, ben oui, merci. Je vais rebondir sur un point, disons, dont tu as fait mention, Marc, tout à l'heure, en lien avec la mobilité. Et justement, je pense que c'est quand même aussi un élément très, très important qui n'est pas pris en compte dans l'offre, disons, qui est faite présentement par les autorités publiques à la population. Il y a trop de concentration sur l'utilisation des véhicules. Moi, je pense pour ma part que pour une commune comme Plateau, tout à l'heure, tu le mentionnais, Joël, en réalité, on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser un véhicule tout le temps. Il faudrait avoir quand même une offre de mobilité qui permet la conjugaison quand même de plusieurs outils ou infrastructures qui permettent quand même de se déplacer. Comme l'utilisation, par exemple, des vélos. L'utilisation des vélos, ça peut paraître quand même assez banal là, mais moi, je me réjouis quand je vois de plus en plus certains compatriotes qui font la promotion de l'utilisation, disons, du vélo. Parce qu'au Plateau, par exemple, écoute, c'est une petite commune, disons, le centre des affaires, mais à des heures de pointe, c'est impossible carrément, disons, de circuler en voiture. Tu peux rester bloqué, disons, dans les bouchons pendant 1 heure, voire 2 heures. C'est un manque de temps énorme. Alors que c'est juste une distance peut-être de 2 à 3 kilomètres que tu peux parcourir. Donc, encourager non seulement l'utilisation peut-être de vélo ou même peut-être la marche aussi à pied, pourquoi pas. Mais pour ce faire, il faudrait quand même s'assurer de mettre en place disons, des politiques qui favorisent disons, la cohabitation entre les utilisateurs de ces infrastructures-là. Parce que généralement, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs disons, des véhicules routiers pensent être disons, les seuls propriétaires de la route. Donc, ils ne veulent pas laisser les autres utilisateurs, notamment les personnes qui sont, disons, à vélo ou même peut-être à moto, juste pour se déplacer, disons, utiliser aussi ces routes-là. Ça peut paraître un peu banal, mais vous comprendrez que avec une telle approche qui est quand même assez systémique, là, comme moi, disons, je ne cesse quand même de le promouvoir, on peut aller facilement aller désengorger certains secteurs disons, qui mériteraient de l'être, surtout le cas du plateau, parce que c'est le centre des affaires. Et moi, je travaille au plateau et je sais que pour la plupart aussi d'entre vous, donc souvent pour se déplacer, ce n'est pas évident. Et on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser un véhicule. Et l'autre aspect, Marc parlait tout à l'heure de vision. Et c'est très, très important. On comprend très bien. Moi je me souviens quand j'étais, disons, encore à l'école à l'INP en formation, déjà, on entendait parler, déjà en première année, on entendait parler de la route Y4, c'est-à-dire la route de contournement du Grand Abidjan. Déjà, et avant même nous, nos aînés même nous disaient qu'il y avait un projet qui était dans les cartons depuis de nombreuses années, mais qui n'est jamais sorti. Mais là, ce projet est en cours de réalisation. Mais on parle de vision, pourquoi? Il faudrait à un moment donné avoir un contrat social entre nos acteurs, disons, publics, qui sont pour la plupart des politiques, pour s'entendre sur la continuité de disons, de certains investissements. C'est-à-dire, on s'entend, on a une vision long terme sur laquelle on s'entend tous, mais n'empêche que celui qui arrive, disons, qui prend les rênes, pourra garder, disons, la colonne vertébrale afin de pouvoir atteindre l'objectif à long terme et avoir aussi des politiques sociales qui sont propres aussi, disons, disons, à son parti ou même aussi à son parti politique, disons, aux personnes qui sont avec lui. Mais il est important d'avoir cette vision-là, une vision long terme, une vision stratégique et vraiment long terme, afin de donner aussi de la visibilité aussi à la population pour éviter que les gens s'installent aussi de façon anarchique. Parce qu'après, qu'est-ce qui arrive? Ben, on construit des routes, mais finalement, soit les routes ne sont pas utilisées ou peut-être il faudrait peut-être aller beaucoup plus loin. Elles ne sont pas utilisées, on a fait de On ne t'entend plus. Je ne t'entends plus, Olivier. Non, toujours pas.
Yann, tu peux voir qu'est-ce qui se passe et on ne l'entend pas, s'il te plaît. Donc, pour l'instant, on va peut-être donner la parole à Flore qui peut-être a quelque chose à dire et on reviendra tout à l'heure sur ton point. Merci beaucoup pour ton intervention. D'accord. Donc, moi, tout à fait d'avis. Mais ce que je veux dire, l'État, quand même, les investissements qui sont faits sont pertinents, sauf que peut-être aujourd'hui, vu l'acuité du problème, on a l'impression que ça ne résout pas le problème qui est en face. Parce qu'on a laissé accumuler, vu l'histoire de notre pays, les problèmes se sont accumulés rapidement. Et donc, les solutions qui, peut-être, il y a 10 ans en arrière, allaient être très efficaces, sont moins efficaces aujourd'hui parce que mis en œuvre un peu en retard. D'où peut-être une petite lucarne sur la question de la planification, du respect des délais qu'on se donne. C'est-à-dire que si on a prévu réaliser des projets à une période bien définie, il faudrait qu'on aille vers qu'on le fasse dans le temps défini. Parce que sinon, au-delà, bien que le projet étant pertinent hier, il ne va pas jouer pleinement le rôle pour lequel on voulait le mettre en œuvre. Et donc, pour dire que pour la question de la mobilité, en créant le projet du train urbain, la ligne de BRT, on voit bien que ça s'inscrit à la base dans un schéma directeur comment on dit ça, du développement urbain du Grand Abidjan. Donc, c'était vraiment une pensée intégrée qui a été menée à la base par les experts. Mais le retard dans la mise en œuvre de ce schéma-là fait qu'aujourd'hui, nos projets ne fonctionnent pas. Mais derrière aussi, dans les solutions, quand l'État réalise le projet qui relie Abidjan, par exemple, à la ville de San Pedro, c'est une bonne chose parce que San Pedro est un pôle. Mais on doit aller plus loin et rapidement pour canaliser l'urbanisation de la ville de San Pedro. On ne doit pas laisser les choses se faire parce que là, on est en train de faire la voie. Donc, ça va créer un lien direct entre ces deux grandes villes qui sont vraiment des villes névralgiques dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut déjà qu'on cadre le développement urbain de cette ville-là pour ne pas se retrouver avec des problèmes de mobilité qui s'accumulent très rapidement, comme au niveau d'Abidjan où aujourd'hui, on a une ville qui est vraiment nord-sud, concentration de travaux au sud, les résidentiels au nord. Du coup, les solutions sont là, mais n'arrivent pas à être très efficaces. Donc, de la même manière, la ville de Yamoussoukro est très bien urbanisée parce que la planification a été faite bien en amont. Il faudrait qu'en créant des liens, qu'on cherche déjà à cadrer l'urbanisation de ces villes-là. Et en parlant de San Pedro, je parle aussi de Daloa, je parle aussi de Mans, qui sont des villes où les voies sont en train d'être réalisées pour y aller. Mais il faudrait que le schéma directeur, de la même manière on a fait le schéma directeur d'Abidjan, que le schéma directeur des grandes villes de la Côte d'Ivoire soit fait et que, comme Cambry le disait, qu'on s'entende là-dessus et qu'on reste sur les points qu'on a définis. Et si on doit les modifier, que ce soit ensemble, que ce soit un contrat social, et ensemble, on modifie, et nous tous, on a la même vision et on va là-dessus. C'est ce que je pourrais ajouter. Merci bien pour ce point. Là, par exemple, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées, notamment pour rebondir sur ce que vous avez exprimé tout à l'heure. Il y a déjà une première question qui, moi, je pense, fait tout son sens dans la mesure où on se demande est-ce que la population est impliquée dans la prise de décision, par exemple, supposons des alternatives que vous avez tantôt proposées en termes de vélo, ou par exemple, on voit, par exemple, il y a la ligne de train qui, normalement, doit être construite. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que on prend en compte la situation ou la volonté de la population également avant de planifier tout cela? Donc ça, c'est une première question qui a été notée. Une deuxième question, c'est qu'effectivement, même lorsqu'on planifie tous ces projets d'investissement, on se rend compte qu'on a un gap énorme en termes de coûts, des coûts vraiment exorbitants. On se demande finalement, pour un actif, par exemple, pour peut-être
supposons peut-être une ligne de train, par exemple, on peut se retrouver à peut-être, je sais pas, peut-être 10 000 milliards, je donne un exemple comme ça, mais vraiment des coûts qui surprennent la population. Et derrière, on se demande est-ce qu'on a entendu, est-ce qu'on a écouté, parce que finalement, ceux qui doivent utiliser ces infrastructures-là, c'est bien la population, hein. Et pour revenir sur l'alternative du vélo, déjà, bah, il est constaté qu'on n'a pas de piste cyclable véritablement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est bien de pouvoir promouvoir cela, mais derrière, est-ce qu'on a tout bon, on va dire, toutes ces étapes qui pourront déjà être mises en place avant effectivement de parler de cela? Et est-ce que c'est quelque chose qui intéresse aussi les Ivoiriens? Parce que, je ne sais pas, mais récemment, j'ai entendu, il y avait un jeune du nom d'Andy Costa qui faisait la promotion en fait, du vélo, donc parcourait un peu, se déplaçait uniquement en vélo. Mais jusqu'à présent, c'est depuis 2018, je crois, mais jusqu'à présent, l'engouement, on va dire, n'a pas été, voilà. Et donc, on se pose ces questions-là. Oui, monsieur Olivier. Oui, merci Joël. Et tout à fait. Moi, je vais plutôt rebondir, parce que tu as posé quand même une série de questions, mais je vais plutôt rebondir sur, disons, on n'a pas les pistes cyclables, effectivement. On n'en a pas. Mais pourquoi? Ben parce que, selon moi, je trouve qu'on a trop une concentration. C'est-à-dire, il n'y a pas… Les pouvoirs publics doivent décentraliser certains pouvoirs. OK? Et je m'explique. C'est le ministère, on a quand même des organismes qui sont déjà en place pour pouvoir gérer soit la construction ou bien l'entretien. Mais on comprend très bien que les populations locales ou les municipalités sont au fait des micro-problèmes que vit la population. Donc, je pense que une certaine partie, pas en totalité, une certaine partie des infrastructures, notamment locales, devaient être quand même déléguées disons, aux municipalités afin de justement planifier parce qu'elles ont plus de visibilité sur l'utilisation quand même quotidienne des infrastructures qui sont mises à leur disposition. Et cela permettrait justement de commencer avec des projets pilotes, dans des endroits qui sont déjà urbanisés et au fur et à mesure, on le déploie. Mais clairement, moi, Andy Constat, justement, c'est à lui que je pensais là, qui est quand même assez courageux. Là, et puis, moi, je trouve quand même que son message commence à percoler parce qu'au départ, bon, on n'entendait pas beaucoup, mais de plus en plus, il y a même des entreprises qui s'associent à son image. Donc, de plus en plus, ça commence quand même à s'incruster disons, dans la mémoire collective. Et même, il y a des groupes qui sont en train d'être créés pour pouvoir promouvoir l'utilisation du vélo. Mais je le vois soit de façon récurrente ou l'utilisation du vélo dans la mobilité. Donc, petit à petit, ça s'installe. Mais clairement que on ne peut pas se contenter de ça. Il faudrait quand même avoir un support. Un support, soit les municipalités en bas, pour ne serait-ce que créer des projets pilotes dans des endroits comme Cocody, par exemple, qui est quand même assez bien urbanisé, des voies réservées disons, aux cyclistes, afin de quand même voir que ça fonctionne. Parce que généralement, les gens veulent voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que la cohabitation sera quand même possible. Donc, la décentralisation des pouvoirs, quand même, est aussi un élément aussi important à prendre en compte. Et tout à l'heure, il y a aussi un élément, une question que tu as posée, et je vais m'en arrêter là pour laisser la parole à mes autres collègues, concernant l'implication de la population dans tous ces investissements-là. Mais bien honnêtement, si ce n'est pas le cas, c'est vraiment dommage. Parce qu'un projet qui est réalisé, qui n'est pas utilisé, c'est un échec. Ce n'est pas parce qu'un projet a été réalisé en respectant tous les paramètres, notamment les paramètres de coût, d'échéancier et même des qualités. Mais si tu respectes, tu construis une infrastructure, ça peut être je sais pas, une route, mais qui n'est pas utilisée, c'est un échec, c'est un investissement qui est jeté à l'eau. Et pourquoi c'est un échec? Parce que les utilisateurs finaux, que sont la population, n'ont pas été associés justement quant à l'utilité, l'évaluation des besoins. Donc, il faut nécessairement, et je pense quand même là, voyant le niveau d'investissement qui est fait par le gouvernement, qu'on n'auscule pas quand même cet aspect-là. Je pense que c'est pris en compte, mais peut-être qu'il faudrait peut-être l'améliorer et le vulgariser peut-être davantage. Voir des campagnes pour prendre, disons, de collecte des besoins justement pour que la population se sente impliquée, qu'elle a été consultée. Mais sinon, personnellement, disons, je me dis, compte tenu du niveau d'investissement aussi, des acteurs aussi, des bailleurs de fonds qui sont associés à ces projets-là, mais je pense quand même qu'il y a un minimum quand même qui est fait, mais il faudrait quand même s'assurer que ce soit vulgarisé et que la population véritablement s'en approprie. Sinon, ce serait totalement un échec. Donc, je m'en arrête là. Merci.
Euh, est-ce que... J'aimerais répondre, si c'est possible. Oui, bien sûr. Ok. Ok, parlant de l'inclusion de la population et des coûts de projet. Ce que veux dire à ce niveau, c'est quel est le modèle de ville qu'on se donne ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une ligne directrice qui, qui, qui impulse le développement de nos villes? Et aujourd'hui, je m'interroge moi-même à savoir, est-ce qu'il y a une approche intégrée entre les différents ministères, notamment le ministère du Transport, le ministère de l'Urbanisation, le ministère de l'Équipement et de l'Aménagement routier? Est-ce qu'il y a, et certainement d'autres ministères, est-ce qu'il y a une synergie? Est-ce il y a vraiment, véritablement une collaboration entre ces ministères dans le développement de nos villes quant à la fourniture de services publics à la population? Tout à l'heure, je disais que le développement est une pilule amère, mais en réalité, je le dis parce que quand il y a un manque de vision ou bien un manque d'action effective pour soutenir la vision, il va sans dire que pour nos infrastructures, on sera obligé à un moment donné, si la vision ne concorde pas avec la réalité ou la projection qu'on se donne de la population, il va sans dire que ces infrastructures qui sont faites aujourd'hui dans 10 ans, seront détruites, dans 15 ans, seront détruites pour construire d'autres infrastructures. Et c'est là qu'il y a le problème ici en Côte d'Ivoire. Si nous n'avons pas des visions qui vont jusqu'à 30 ans, à 50 ans, et qu'on a seulement des visions de 5 ans, de 10 ans, limitées au mandat de nos dirigeants, mais il va sans dire que les besoins de la population seront à chaque fois dépassés, puisque la population grossit. Aujourd'hui, nous sommes à 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Les projections montrent que la population augmente d'1 million par an. Donc, d'ici 2050, la population, ici en Côte d'Ivoire, nous serons à près de 60 millions d'habitants. Quelle est la vision que nous avons pour nos villes en 2050? Parce que si rien ne fait, s'il n'y a pas de synergie entre nos différents ministères, la ville d'Abidjan risque davantage de grossir. Et si nous ne mettons pas une politique en place pour avoir peut-être des villes développées à des échelles réduites, les villes de l'intérieur vont aussi grossir sans que vont grossir et l'État ne pourra pas répondre aux besoins exprimés par la population. Aujourd'hui, à Abidjan, nous avons près de 8 millions entre 6 et 8 millions d'habitants. À l'intérieur, je ne connais pas la situation des villes de l'intérieur, mais ici à Abidjan, on est un peu dépassé par les besoins de la population. Donc, il est important que nos ministères se mettent ensemble pour anticiper les besoins de la population dans les villes de l'intérieur et offrir les infrastructures qu'il faut pour que dans 30 ans, ces infrastructures ne soient pas dépassées par le niveau de la population. La population est un indicateur important dans la construction des infrastructures. Si cette population n'est pas intégrée, si les projections qu'on fait de la population ne sont pas intégrées dans la fourniture des infrastructures, on sera amené à détruire après 10 ans, après 15 ans et à reconstruire de nouvelles infrastructures. Et là, c'est le budget de l'État qui en pâtit. Et donc, je pense qu'à ce niveau, comme perspective, il serait important d'aller au-delà des visions de 10 ans, de 5 ans, et donc avoir des visions à 30 ans, à 50 ans. Et là même, je dirais que certains pays développés aujourd'hui savent ce qu'ils vont faire en 2100. 2100, c'est juste dans 80 ans. 2100, c'est juste dans 80 ans. Aujourd'hui, si on a, je vais peut-être digresser, si on voit aujourd'hui certaines inventions, certaines choses qui commencent à arriver, notamment, je vais dire, le développement des énergies renouvelables, par exemple, c'est des choses qui ont été anticipées il y a 30 ans en arrière, 50 ans en arrière par les pays développés. Si on assiste aujourd'hui aux véhicules électriques, c'est des choses qui ont été anticipées, qui ont été prévues il y a 30 ans en arrière. Aujourd'hui, on assiste à des voitures, des prototypes de véhicules volants. C'est des choses qui ont été anticipées en arrière à cause des besoins de la population. Parce que les grandes villes dans les pays développés, on anticipait déjà ces engorgements, ces congestions et autres. Et il se disait certainement que les véhicules volants pourraient être une solution. Donc, pour dire que
Aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, on a besoin de se projeter. Nous avons besoin de nous projeter. Nos dirigeants doivent se projeter et rendre effective l'expression qui dit l'administration est une continuité. Et donc, un dirigeant qui met en place une vision aujourd'hui pour la population dans 30 ans, ceux qui vont venir diriger après 10 ans doivent pouvoir poursuivre cette vision et offrir le service que la population recherche. Merci. Merci bien. Merci pour ce point. Assez de points pertinents dans ce que vous venez voilà, de souligner. Oui, Madame Florent, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit ou, En fait, je suis très, très d'accord avec ce qu'ils ont signifié, juste par rapport à l'intégration de la volonté de la population dans la réalisation de nos projets aujourd'hui. C'est en cours de projet, évidemment, dans l'étude d'impact environnemental, qu'on va prendre en compte les avis parce qu'il y a des populations qui sont impactées. Il faudrait qu'on arrive à aller un peu plus loin dans la conception même du projet, intégrer la vision des populations dans les projets que nous développons. Et l'un des aspects sur l'utilisation des moyens alternatifs autres que le véhicule, c'est que notre population a besoin de voir des modèles. Il ne suffit pas de créer des infrastructures et leur imposer pour leur dire il faut utiliser le vélo quand celui-même qui construit cette infrastructure n'utilise pas. Donc, ça sera difficile. Donc, il faut véritablement que si l'État ou nous, ceux qui sont en charge de la gestion des infrastructures, dans une vision de proposer des solutions alternatives, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons utilisateurs de ces solutions-là pour pousser la population à l'utilisation, à l'exploitation de ces infrastructures-là. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui demandent réflexion et action de la part des uns et des autres, notamment du gouvernement. C'est ce que je voudrais ajouter sur ce point. Merci bien. Je pense qu'on a suffisamment parlé de cette partie-là, donc concernant les infrastructures routières, de ce qu'on peut avoir en termes d'alternatives. Entre autres, donc, on a évoqué le fait d'utilisation de vélos et également des trains déjà qui est en cours de construction, mais surtout le fait qu'on va devoir impliquer finalement la population dans nos choix et prévoir à l'avance, donc peut-être sur 50 années plus tard, etc., pour intégrer tous ces changements-là dans notre environnement. Donc, j'aimerais bien aborder un autre point également, donc concernant déjà le trafic aérien aussi, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important pour le développement d'un pays, pour son émergence. Et à mon sens, je sais qu'en 2012, il y avait une volonté qui était affichée de l'État ivoirien d'être une plaque tournante du transport aérien en Afrique de l'Ouest de manière générale. Donc, effectivement, il y a eu tantôt des investissements qui avaient été prévus, par exemple, pour Abidjan, donc Aéria pour l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mais ce n'est pas que ça. On a également à l'intérieur, tel que Kourougou, Boaké-Odile et San Pedro. Et donc, la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes aux normes internationales? Parce qu'on a déjà entendu quelques critiques, on va dire, du fait que, par exemple, sur les pistes d'atterrissage, on n'avait pas de lumière, etc. Donc, on se targue d'être ce pays-là qui souhaite être une plaque tournante, mais est-ce que déjà d'un point de vue local, comment est-ce qu'on pourrait déjà améliorer cette situation-là au niveau des transports et à l'international aussi, comment se fait mieux voir? Parce que quand on visite, par exemple, d'autres aéroports, on constate d'énormes gaps entre ce qu'on a ailleurs. Donc, pour ne même pas partir loin, je peux juste aller au Maroc. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir vos avis sur ce point-là. Ok. Marc? Vas-y. Non, vas-y. D'accord. En fait, je voulais juste, par rapport à d'autres alternatives sur le point précédent, rappeler que notre pays, bien qu'il y a la problématique urbaine et interurbaine, notre pays a un plan d'eau qui est assez immense, tant fluvial que maritime. Et donc, nos gouvernants devraient pouvoir développer ce transport-là, ce qui va rejoindre le problème du développement durable.
en réduisant l'impact qu'on a sur nos forêts, qui d'ailleurs même qui n'existent pas vraiment en grande quantité aujourd'hui. Donc, en développant le transport fluvial là, ça va nous permettre de rallier facilement les grands points du pays et puis réduire aussi l'impact des projets routiers et de ponts sur l'environnement. C'est ce que je voulais juste ajouter avant de répondre sur la question du trafic, du transport aérien. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a pratiquement 32, on va dire, aéroports, aérodromes qui existent, mais en exploitation, on a moins d'une dizaine qui sont en exploitation. C'est clair que l'investissement dans ce domaine, il est important, mais aujourd'hui, la demande n'est pas aussi rapide. Je pense que c'est dû au fait que l'État n'est pas encore très sûr de ce que ça sera rentable pour l'investissement. Mais mon point de vue personnel, c'est que déjà, même pour les aéroports les aérodromes qui sont déjà en exploitation, c'est un transport qui n'est pas vraiment accessible à la population ivoirienne vu les coûts qui sont pratiqués. Et ça, c'est déjà un effort qui doit être fait ou des travaux qui doivent être faits pour que l'exploitation soit, pour que l'engouement puisse venir la population puisse utiliser aisément ce moyen de transport-là pour qu'il puisse se développer. Donc, de prime abord, c'est le premier avis que je voudrais donner sur cette question. Voilà. Ok, d'accord. C'est clair. Marc, tu voulais parler tout à l'heure? Oui, pour ajouter à ce que mon Flo vient de dire tout à l'heure, c'est triste, hein, le constat qui est fait dans ce secteur aérien. C'est vraiment triste de constater que 60 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne dispose que d'un seul aéroport de niveau international. C'est vrai, on classifie l'aéroport de Yamoussoukro en tant qu'aéroport international, mais le récent problème qu'il y a eu à l'aéroport d'Abidjan montre clairement que Yamoussoukro n'est pas vraiment cet aéroport de niveau international qui permettrait de détourner, en griffer un avion d'Abidjan vers Yamoussoukro. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau. C'est bien beau de dire qu'on a jusqu'à plus d'une vingtaine d'aérodromes ou trentaine d'aérodromes ou d'aéroports, mais avoir ne serait-ce que des aéroports de niveau international à Abidjan, à Yamoussoukro, peut-être à Otiene ou à Ikorogo, vu l'éloignement par rapport à Abidjan, je pense que ça doit être une priorité pour nos gouvernants. Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Odiene doivent pouvoir disposer d'aéroports de niveau international. Et le problème qui s'est posé récemment à Abidjan doit pouvoir rapidement trouver une solution de sorte que on n'ait plus à revivre ça parce que ça teignait en fait l'image de la Côte d'Ivoire sur le plan international. On veut bien faire rayonner cette Côte d'Ivoire, bien dire, se taper la poitrine, dire que nous représentons 40% du PIB de l'UEMOA, mais voir qu'au niveau aérien, le trafic ou bien nos aéroports ne sont pas la dimension comme on le voudrait, c'est regrettable et il y a du travail à faire. Et donc, c'est vrai, le problème qui s'est posé à Abidjan n'est pas en partie lié à des, on va dire, à des faits exogènes à la Côte d'Ivoire, mais je pense que si on offre les infrastructures qu'il faut aux différentes compagnies aériennes, elles pourront décider finalement de réorienter les vols ici à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai pu me renseigner auprès de spécialistes dans le domaine du transport aérien qui m'ont fait savoir que généralement dans les plans de vol des différentes compagnies, il y a un plan de vol secours qui est mis en place au cas où l'aéroport de destination aurait un problème. Et donc, généralement, les grandes compagnies décident de réorienter leur vol
vers Accra. Et donc, c'est une décision purement, on va dire, indépendante de la Côte d'Ivoire, mais cette décision s'appuie aussi sur les infrastructures qu'offrent les autres villes de la Côte d'Ivoire, notamment comment est-ce que les passagers peuvent être logés, hébergés, est-ce qu'on dispose réellement d'offres de lits dans les dans les villes de l'intérieur pour accueillir tous ces passagers. Et s'il y a, par exemple, jusqu'à 5 vols qui doivent être détournés d'Abidjan, est-ce que ces 5 vols-là peuvent être, les passagers de ces 5 vols peuvent être accueillis dans les villes de l'intérieur? C'est une problématique qui se pose et on doit pouvoir développer la ville de l'intérieur pour que, en cas de souci ici à Abidjan, on puisse réorienter les vols à l'intérieur. Mais il y a une autre chose aussi inquiétante qui est de savoir que ici à l'aéroport d'Abidjan, nous n'avons qu'une seule piste d'atterrissage pour un aéroport de niveau international. C'est vrai, il y a des aéroports de niveau international qui ont une seule piste d'atterrissage, mais il est urgent pour nous de disposer d'une deuxième piste d'atterrissage. Et selon les paramètres techniques, ce n'est pas faisable actuellement à l'aéroport d'Abidjan. Donc, je pense que nos autorités devraient réfléchir largement là-dessus afin d'apporter une réponse. Parce que s'il y avait une deuxième piste d'atterrissage ici à Abidjan, si une piste, il y a un souci sur une piste, la deuxième piste d'atterrissage peut toujours servir et éviter de voir nos vols détournés vers Abidjan. Peut-être si le temps le permet, je pourrais rentrer dans d'autres paramètres concernant les pistes d'atterrissage dans les aéroports de niveau international. Mais pour là, je passe la parole à d'autres personnes. Merci. Merci bien. Tout à fait. J'aimerais rebondir. Allô, vous m'entendez? Oui, tout à fait, c'est bon. Oui, effectivement. J'aimerais rebondir sur ce que disaient mes deux disons, collègues tout à l'heure. Effectivement, j'appuie totalement ce qu'ils disaient là. Mais en plus, pour faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, tantôt sur le précédent sujet, ben, on comprend clairement que le manque de vision disons, à long terme est aussi disons, l'une des conséquences du manque de développement de ce secteur-là. Je m'explique. Peut-être qu'on n'a même pas besoin d'avoir autant d'aéroports en Côte d'Ivoire parce que la demande n'est pas là justement. Donc, il faudrait que la vision soit quand même, essaie de répondre à un besoin quand même qui est réel. Donc, la population n'ont certainement pas le moyen. Et tout à l'heure, on le disait, pour pouvoir peut-être prendre les vols pour voyager d'Abidjan à l'intérieur. Mais peut-être qu'il y a quelques hommes d'affaires qui peuvent le faire. Donc, il peut y avoir peut-être un développement du secteur, peut-être commercial à faire, mais peut-être qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir tout ce maillage. Donc, il faudrait quand même s'assurer d'avoir une offre qui réponde à un besoin qui est réel. Et quant à l'état des infrastructures, je soutiens totalement ce que disait Marc là. On pourrait peut-être mettre davantage, l'accent sur le développement, le développement des infrastructures existantes déjà là, c'est-à-dire tout ce qui existe, peut-être mieux l'exploiter afin de renforcer et avoir peut-être quelques pôles, des aéroports quand même assez importants comme San Pedro qui est quand même un pôle qu'on veut développer, donc avec un aéroport, international, également Yamoussoukro. Mais on n'est pas obligé nécessairement d'avoir, disons, tout ce il faudrait quand même s'assurer d'avoir, il faudrait quand même s'assurer que la demande est là. Sinon, ça ne sert à rien de se lancer dans une telle aventure. Et l'autre élément qui est quand même assez important, quand je parlais de planification des visions, tous ces infrastructures aéroportuaires, disons, on parle présentement, disons, de l'aéroport, mais il faudrait quand même avoir, disons, de la formation. Il faudrait avoir quand même une filière, un développement d'un secteur qui vienne soutenir la maintenance de tous ces équipements. Mais moi, je me réjouis en tout cas aujourd'hui quand je vois que le gouvernement, sur l'impulsion, je crois, du ministre Diarra-Souba, qui a tendance de plus en plus à ramener, de la formation des pilotes, formation peut-être des techniciens de maintenance des avioniques. C'est assez important aussi parce que tous ces investissements-là, il va falloir aussi, disons, les maintenir dans le temps et avoir une filière qui permet justement, disons, de s'assurer, avoir une chaîne de valeur complète pour pouvoir soutenir toutes ces infrastructures aussi importantes que d'en créer. Parce qu'en fin de compte, on en crée, on a 32 aéroports, on le disait Flo tout à l'heure, mais on n'en utilise que 10. Pourquoi?
Mais parce que certainement on n'arrive même pas à maintenir disons, une exploitation suffisante afin de garantir quand même la durabilité. Donc, c'est quand même aussi un élément aussi à prendre en compte, vraiment la vision. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement besoin de ça. On peut développer des trains, on a des chemins de fer, on a des villes, on a quand même un paysage qui est quand même assez adapté, peut-être développer d'autres types d'infrastructures qui sont mieux adaptées que d'essayer peut-être de copier. C'est bien d'avoir quand même des grandes visions, mais les visions doivent être planifiées. Doivent être planifiées étape par étape afin de véritablement atteindre l'objectif final. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais ajouter sur ce point-là. Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense que on peut longuement en parler encore de tout ce qui concerne les infrastructures. Mais comme nous sommes un peu pris par le temps et que nous devons également aborder l'aspect de tout ce qui est lié à l'énergie, donc je pense qu'on va passer plutôt sur ce volet-là. Et sur l'énergie, je pense on ira peut-être, on ira sur la partie, tout ce qui concerne l'accès à l'eau et l'électricité. Je pense que c'est un des points, ce sont des points assez importants pour les populations. Donc, on va d'abord débuter par l'accès à l'électricité. Donc, de ce que je sais et par rapport aux chiffres qui ont été présentés par Côte d'Ivoire Énergie, tout ça, donc on a eu un vaste programme d'investissement de 2011-2020, près de 1000 milliards d'investissements pour développer nos infrastructures qui concernent la production d'électricité. En 2020, on va dire les chiffres récents de 2020 présentent en gros comme production actuelle de près de, je crois, 2000, non, si je ne me trompe pas, je crois 2000 quelques mégawatts, et qui est largement inférieur à ce qui est prévu en termes d'atteinte d'objectifs qui était de 4000, je crois, à l'horizon 2030, avec un mix énergétique qui est environ, on va dire, 60 au niveau du thermique et une quarantaine au niveau de l'hydraulique, donc du renouvelable. Et ce qu'on constate présentement, c'est que on nous dit et on entend souvent que oui, on produit suffisamment, etc., au point où on arrive même à partager de l'électricité aux pays voisins, etc. Donc, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à l'électricité. Qu'est-ce qui fait que on dit d'une certaine façon, on entend, on va dire, on se plaint du fait que on a de l'électricité et on partage aux autres, alors que on a des populations à l'intérieur qui n'ont pas accès. Donc, peut-être c'est lié au moyen de distribution d'électricité, à l'accès, je ne sais pas. Donc, qu'en est-il vraiment de ce point-là par rapport à, voilà, à notre production électrique, par rapport à l'accès de l'électricité? Donc, je ne sais pas si... oui, Élisée? Ton micro n'est pas activé. Yann, tu peux voir si tu peux activer son micro, s'il te plaît. Désolé, j'ai fait... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK. Parlons de l'électricité. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent, on va dire, qui se disent d'ailleurs. J'ai la chance, ou je veux dire, j'ai le privilège peut-être d'évoluer dans le secteur. Donc, je connais plus ou moins certaines thématiques que j'aimerais partager avec vous et partager avec nos éditeurs. D'abord, l'accès à l'électricité. C'est quoi l'accès à l'électricité? On parle de le taux d'accès à l'électricité, la définition universelle utilisée par la Banque mondiale, c'est d'abord la population vivant dans les zones, dans les localités électrifiées sur la population totale. Donc, localité électrifiée, ça regroupe les villes électrifiées, les communes électrifiées, les villages électrifiés. Voilà. Donc, la population vivante dans ces localités, on prend le nombre et on divise par le nombre de la population totale en Côte d'Ivoire. Et ça donne le taux d'accès à l'électricité. Mais cette définition voudrait dire quoi? En réalité, si une personne vit dans une localité électrifiée, même si cette personne n'est pas connectée au réseau électrique, si sa maison n'est pas connectée au réseau électrique, elle est quand même considérée comme ayant accès à l'électricité.
C'est ce qu'il faut retenir dans la définition. Donc, l'accès à l'électricité mesure en fait la capacité, la capacité à un ménage de se connecter au réseau électrique immédiatement sans que l'État n'ait à déplacer le réseau électrique jusqu'à sa portée. Et donc, c'est ce qui mesure l'accès à l'électricité. Donc, si une personne décide aujourd'hui d'aller voir la CIE pour avoir l'électricité chez elle, elle peut l'avoir dans le délai de la CIE. On n'attendra pas que l'État envoie des infrastructures jusqu'à la portée de sa maison. C'est ce qui mesure l'accès à l'électricité. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui vivent dans les zones électrifiées, mais en réalité qui n'ont pas d'électricité chez elles. Et c'est pourquoi l'État a mis en place le projet appelé Programme électricité pour tous. Quelqu'un en parlé récemment, tout à l'heure, Programme électricité pour tous, pour lever en fait la barrière de l'accès véritable, je mets véritable, mais l'accès effectif à l'électricité. Donc, cette barrière, c'est le coût du branchement qui est d'environ 140 000 en moyenne. Et donc, l'État permet aujourd'hui aux populations vulnérables surtout d'avoir l'accès à l'électricité sans qu'elles soient amenées à payer ce montant. Donc, cette politique vise à corriger peut-être la définition de sorte à ce que l'accès à l'électricité dont on parle ici en Côte d'Ivoire soit en réalité l'accès effectif des populations à l'électricité. Maintenant, parlons du fait que la Côte d'Ivoire exporte de l'électricité à l'étranger, tandis que nos populations souvent disent qu'elles n'ont pas d'électricité. D'abord, l'électricité est un bien particulier qui n'est pas comme un bien ordinaire comme la tiéké, le manioc, la banane, qui peut se conserver. L'électricité ne peut se conserver. Et donc, l'utilisation de l'électricité ou bien la production, l'offre d'électricité se fait de façon instantanée par rapport à la demande. Donc, si la population demande de l'électricité à l'instant T, est-ce qu'il y a une offre qui répond à cette demande à l'instant T? Ce qui fait que la Côte d'Ivoire peut bien produire de l'électricité, mais en réalité, il arrive souvent que cette électricité ne soit pas suffisante pour la population et la Côte d'Ivoire importe de l'électricité. Et donc, c'est un jeu d'équilibre qui se fait heure après heure, selon que la demande est exprimée sur le terrain. Donc, vous allez, on ne le dit pas peut-être d'ailleurs, mais la Côte d'Ivoire importe de l'électricité du Mali. Elle exporte vers le Mali, mais elle aussi importe du Mali. Elle exporte vers le Burkina, mais elle importe aussi du Burkina, ainsi de suite. Mais la Côte d'Ivoire est exportatrice nette d'électricité, puisque la compensation doit se faire heure après heure, et donc les besoins d'importation de la Côte d'Ivoire se font sur des heures bien précises. Elle n'exprime pas de demande des demandes prévisionnelles à ces pays voisins, mais il arrive que de façon instantanée, heure après heure, qu'elle sollicite ces pays-là pour lui fournir aussi de l'électricité. Ça, la population d'ailleurs n'est pas informée de ça parce que les gens ne comprennent pas peut-être la particularité de l'électricité qui fait que l'électricité ne peut pas être stockée, c'est-à-dire on ne peut pas produire l'électricité aujourd'hui à 8 heures et puis l'utiliser à 10 heures, à 11 heures. Dès qu'elle est produite à 8 heures, il faudra qu'elle soit automatiquement utilisée. Voilà un peu la particularité de l'électricité et la particularité du secteur de l'électricité ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a effectivement un fort potentiel. Aujourd'hui, la capacité de production d'électricité en Côte d'Ivoire est de 2500 MW environ. Et d'ici 2040, plus de 1500 MW vont plutôt d'ici 2025, donc dans 3 ans, plus de 1500 MW vont s'ajouter pour faire 4000 MW d'électricité qu'on peut produire. Et en 2030, les prévisions, la vision voudrait qu'on atteigne 6000 MW. Et donc, pour connaître l'équivalent en énergie, il suffit de multiplier par 24, puisque comme j'ai dit, c'est heure après heure, on a 24 heures dans la journée. Donc, 24 multiplié maintenant par l'année, vous aurez l'équivalent en énergie qui tourne autour de 53 TWh, si vous voulez, 53 000 GWh pour les besoins de la population. Et donc, il y a ces projets-là qui sont en cours, qui permettront davantage de répondre à la demande ici en Côte d'Ivoire et de répondre aussi à la demande à l'extérieur. Mais retenons que la Côte d'Ivoire importe, mais aussi
exportent, mais aussi importent vers ces pays voisins. Merci beaucoup. Merci bien pour cette explication. Effectivement, sur la partie du taux d'accès, parce que je sais qu'en 2020, les chiffres montraient 98% de taux d'accès. Et effectivement, on peut se demander, mais 98%, alors qu'on n'a pas tous accès à l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, merci pour cette explication et je crois que c'est assez clair dorénavant. Est-ce que M. Olivier, vous vouliez ajouter? Oui, Oui. tout à fait, tout à fait. Merci. En tout cas, ben, j'ai beaucoup appris là. Je prenais des notes. Merci, Élisée, là. Ben, concernant le taux, en tout cas, le taux d'accès. Ce n'est pas toujours évident, comme le disait Joël tantôt. On a 98%, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'électricité partout? Mais moi, j'aimerais vraiment rebondir sur un aspect qu'a mentionné Élisée tout à l'heure, la gestion de la demande. Je pense qu'en réalité, c'est vraiment disons, le point névralgique de notre stratégie disons, énergétique. Parce qu'on devrait quand même pouvoir avoir un programme de gestion des demandes de puissance, ok, qui vise surtout à inciter les clients, notamment, mais surtout, pas seulement la population, mais les marchés également commerciaux et institutionnels, parce que souvent on ne le dit pas assez, mais quand on voit le gaspillage quand même qu'il peut y avoir dans pratiquement les infrastructures quand même publiques, les bureaux et même aussi dans l'industrie, donc il faudrait quand même associer pas seulement la population, mais il faut inciter les clients qui sont notamment les marchés, disons, les marchés commerciaux et institutionnels, ainsi que les petits ménages aussi, à réduire la demande de puissance, disons, de leurs bâtiments pendant quand même les heures de pointe. Donc, il faudrait quand même avoir un programme et dans les pays développés comme, disons, le cas du Canada que je connais plus, on a quand même, disons, un programme de gestion des demandes qui est quand même assez rodé, qui est quand même assez, disons, rodé avec des incitatifs où on incite la population à peut-être réduire la consommation à des heures de pointe. Et en retour, il y a une rétribution qui peut être peut-être réduire son forfait peut-être disons, de consommation énergétique, donc qui a un impact direct sur sa facture. Donc, c'est des donnants-donnants en fait. Donc, avoir quand même un programme de gestion des demandes quand même global, moi, je trouve que c'est quand même assez pertinent parce qu'il ne sert à rien de produire même 50 000 mégawatts si on n'a pas une bonne stratégie justement afin de adopter des comportements quand même qui sont responsables par tous les acteurs, autant aussi bien au niveau de la population, mais de l'État même, parce que l'État aussi, avec les infrastructures, je parlais tout à l'heure des taux administratifs, consomme énormément disons, d'énergie aussi. Même aussi, on a des hôpitaux qu'il faut desservir, on a aussi des entreprises qui sont importantes dans le secteur industriel. Donc, c'est un mix de tout ça. Et l'autre point, c'est surtout avoir, disons, une vision sur la transition énergétique. Qu'est-ce qu'on fait justement pour pouvoir mettre en place une transition énergétique qui nous permet pas seulement d'avoir, disons, de l'énergie, disons, fossile, mais d'avoir aussi de l'énergie alternative. Donc, on comprend que c'est un mix. Donc, programme de gestion de la demande, mais aussi avoir une offre énergétique assez variée pour permettre aussi aux populations, et pas seulement aux populations, même aussi aux entreprises, dépendamment des secteurs, justement de choisir l'énergie la plus adaptée, disons, dans le cadre du développement de leurs activités. Donc, je vais m'en arrêter là pour l'instant et puis peut-être que je vais en rajouter plus tard. Merci. Merci bien pour ce point. Est-ce que Flore, ajouter quelque Oui, chose? oui, par rapport au taux, merci à Marc aussi pour ce cours magistral qu'il a donné tout à l'heure. Mais l'autre aspect par rapport à l'accès à ces ressources-là, qu'on a déjà évoqué en fait dans le premier point, c'est que nos villes ne sont pas bien urbanisées. L'étalement urbain rapide, non maîtrisé de nos villes empêche les populations d'être raccordées à ces deux ressources vitales-là. Donc, vous avez des villes qui s'étalent vraiment de manière anarchique. On ne peut pas venir poser des réseaux dans un niveau qui a été mal morcelé. Donc, ce qui va retarder l'accès à l'eau et à l'électricité pour la population. Donc, elle va se plaindre, mais il y a un problème. Ça rejoint le problème des infrastructures. Il faut que nos villes soient maîtrisées. Il faut qu'il y ait une vision à long terme de la gestion de nos villes et que ça soit respecté pour que
les taux qui sont annoncés là ne sont pas des chiffres, c'est-à-dire la localité est éclairée, est électrifiée, mais on ne peut pas avoir accès parce qu'on est dans une zone qui est mal urbanisée et bon, ce n'est pas la faute des entités qui vendent ces services-là, elles ne pourront pas le faire tant qu'au niveau du développement, ce n'est pas assuré. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par rapport à la question du développement durable, il faudrait qu'il y ait une communication auprès des populations, et même ça commence déjà par les dirigeants, sur l'importance de ces deux ressources-là. Et je m'appuierai plus sur la question de l'eau. Quand on regarde le développement de la ville d'Abidjan et des problématiques de l'accès à l'eau potable dans la ville d'Abidjan, il faut que la population soit sensibilisée sur que ce n'est pas une ressource infinie. Voilà. Cette ressource, elle n'est pas infinie et elle s'amenuise. Donc, chacun de nous doit avoir un comportement éco-responsable pour que cette ressource puisse bénéficier le plus longtemps possible à l'ensemble de la population. Cette communication-là, elle manque de la part de l'État. Et il faut que l'État puisse l'intégrer. Et pour compléter à ce que Cambry a dit, l'État, les dirigeants, les gouvernants doivent avoir un comportement éco-responsable qui montre l'exemple à l'ensemble de la population. Ce n'est pas des décisions de venir mettre à la télé pour dire que voilà, il faut faire comme ça, mais il faudrait qu'on voie dans la manière de gérer les ressources, que l'État même prend conscience que c'est des ressources qui s'amenuisent. Il faut qu'on puisse les exploiter au mieux pour qu'elles puissent nous servir le plus longtemps possible. Donc ça, c'est le point que je voudrais aborder. Ok, merci bien. On va peut-être rebondir sur déjà cette lucarne que Flore nous offre d'aborder la thématique liée à l'eau. Donc, effectivement, on a remarqué on a vu, par exemple, donc durant, je crois que c'était cette année, on a constaté que on a eu un problème de production d'électricité, on va dire, d'accès à l'électricité, en gros, en Côte d'Ivoire, parce que, soi-disant, le niveau d'eau avait baissé, effectivement, du fait du réchauffement climatique. Donc, la question que moi, je me pose, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour, effectivement, avoir l'accès à l'eau, mais surtout de l'eau potable? Donc, moi, je me pose cette question-là présentement. Donc, je ne sais pas si vous avez des pistes peut-être qu'on pourrait envisager, mais c'est cette épineuse question de l'accès à l'eau, parce qu'on a vu également dans certaines zones, si je ne me trompe pas, du Congo, effectivement, il y a des dames qui se plaignaient mais de ne pas avoir de l'eau sur près d'une semaine. Donc, ces questions-là, je pense que ce sont des questions majeures. Et par rapport à, on va dire, au vu de vos expériences et de ce que vous savez du terrain, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer cela ou de faciliter l'accès à l'eau, surtout l'eau potable? Je dirais qu'en termes de pistes de solutions, je prends directement la parole. Déjà, quand on regarde les barrages dans les villes de l'intérieur, il y a une année, je ne me rappelle plus, où à Boaké, carrément, le barrage, l'eau qui était dans le barrage dans la ville de Boaké s'est asséchée. Et quand on regardait autour de ce barrage, toute la forêt qui était là avait disparu. L'eau, ça va avec l'environnement et la végétation. Ça ne peut pas se faire autrement. Donc, on ne peut pas avoir un pays qui avance inexorablement vers un pays dans un état désertique et s'attendre à ce qu'on ait une ressource disponible en eau. Nos forêts s'amenuisent. Les villes, quand tu prends la ville d'Abidjan, tu fais un plan aérien, tu te rends compte carrément que, à part la forêt de Branco, il n'y a même pas de parc, il n'y a rien pour retenir l'eau dans la nappe phréatique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut déjà qu'il y ait des mesures pour qu'autour de tous nos points d'eau, nos barrages et autres, que la végétation soit conservée. Il faut véritablement, il faut que les communes soient responsabilisées là-dessus parce que c'est elles qui subissent directement, avant que ça n'arrive au ministère. Il faut que la commune soit responsabilisée là-dessus et qu'elle fasse la surveillance de ces zones qui sont sensibles. D'où la question de l'importance de ces ressources-là, que chacun s'en rende compte que c'est important et que ça finit. Et deuxièmement, il faut que nos villes, en plus d'une urbanisation qui est maîtrisée, parce que l'étalement trop rapide et désordonné des villes l'a fait que c'est difficile. Tu ne peux pas être très loin du centre et espérer avoir de l'eau déjà que ceux qui sont au milieu n'ont pas de l'eau. Donc,
il faut que les villes soient maîtrisées, leur étalement soit maîtrisé. Il faut qu'à l'intérieur de nos villes, on puisse instituer que les communes soient responsabilisées, même, je veux dire, challenger sur la présence de parcs et de forêts urbaines dans nos villes. Ça, vraiment, c'est un point qui me tient à cœur parce que ça participe de beaucoup à la question du cadre de vie et même de l'accès aux ressources comme l'eau. Voilà. Donc ça, ce sont mes suggestions et mes perspectives par rapport à cette question. Super. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Olivier, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, mais tout à fait. Prendre la parole et puis rebondir sur ce que disait tout à l'heure Flore. Mais moi, je pense que la densification est une solution. Parce que l'étalement urbain, comme elle le dit, et surtout l'étalement urbain, ce n'est pas n'importe quel étalement, mais c'est un étalement qui est anarchique. Parce qu'avant que, on comprend clairement que quel que soit le plan que l'État va avoir pour développer disons, le secteur de l'eau, même si un horizon, même 50 ans, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais si l'étalement est plus rapide que l'investissement, on comprend clairement que le problème va toujours demeurer. Et quand on se rend compte, pour mettre un peu la table, tu expliquais qu'à Yopougon, il y avait des populations qui n'avaient pas accès à l'eau pendant plusieurs jours. Mais si tu creuses encore davantage, tu vas te rendre compte que finalement, ce sont des zones qui ne sont pas urbanisées. Il y a eu une installation anarchique, mais je comprends que les populations n'ont pas demandé là. Donc, il faudrait quand même s'arranger pour pouvoir quand même donner du service. Et tout ça, tout ce rôle revient à l'État. Mais pas seulement l'État. C'est pourquoi tout à l'heure, je mentionnais que la centralisation de notre administration est l'un de nos talons d'Achille. C'est malheureusement un point. Il y a trop de concentration du pouvoir central. On doit décentraliser. L'on mentionnait tout à l'heure que nos villes, nos communes doivent être responsables de mettre en place des parcs urbains. Mais mettre en place des parcs urbains, donc il doit y avoir quand même une réglementation des lois qui permet justement des transferts de compétences à ces villes-là, mais pas seulement le transfert de compétences, mais avec aussi un transfert aussi de ressources financières pour justement mettre en place, parce que mettre en place ces infrastructures, mais surtout en assurer la pérennité, s'assurer qu'on ait, en anglais, j'appelle ça, disons, wetland, en fait, des points, mais disons, s'assurer quand même que la flore, la population ne s'installe pas n'importe où, parce qu'il y a des points qui sont quand même névralgiques qui permettent à l'eau de se ressourcer, qui sont des éponges, des bassins versants qui reçoivent l'eau en grande quantité et s'infiltrent tranquillement afin de justement renforcer la nappe phréatique. Mais si la population s'installe dans ces zones-là sont urbanisées, et même aussi l'installation anarchique aussi d'infrastructures industrielles, ça c'est aussi un autre élément, parce qu'on va finalement polluer la nappe phréatique et avoir aussi d'autres problèmes. Donc, on comprend très bien que si on ne maîtrise pas notre urbanisation, clairement qu'on aura toujours un problème de ressources en eau. Et il faut surtout décentraliser les pouvoirs afin de laisser la capacité aux villes, aux communes, de justement assurer la relève, avoir aussi, disons, la main-d'œuvre nécessaire pour en assurer la maintenance et l'exploitation vraiment sur le long terme. Merci. Super. Merci pour ce point-là. Oui, Élisée, j'avais vu que tu voulais prendre la parole. Merci de me donner la parole. J'aimerais partager avec vous une anecdote. En 2018, j'ai eu l'opportunité de vivre tout au long de l'année en Suisse. Et là-bas, c'est important de le mentionner, j'étais à 20 km environ, 20-30 km de Genève. Et chaque matin, je prenais le transport public pour venir travailler à Genève. À 20 km de Genève, voilà ce que je constate. C'est-à-dire dans une petite ville, je dirais même dans un petit village, en fait, une commune. Celui qui m'a offert un toit où je résidais a partagé avec moi, par exemple, cette information que ça fait 10 ans, sa fille a introduit une demande auprès du ministère, donc le ministère de la Construction, par exemple, une demande auprès du ministère de la Construction pour ne serait-ce que bâtir
une maison sur l'espace familial. Et depuis 10 ans, ça a toujours reçu le rejet du ministère. Nous sommes à 20 km de Genève. Je ne parle même pas de la ville de Genève, mais d'une commune du pays. Pour dire en fait que si ici en Côte d'Ivoire, on ne maîtrise pas l'urbanisation, on ne stoppe pas la grandeur de nos villes, on n'encourage pas des constructions en hauteur, mais plutôt des constructions en largeur, mais il va sans dire que ces problèmes devront toujours persister. Aujourd'hui, je m'interroge par exemple, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de trouver une alternative par rapport à certains usages de l'eau dans nos différentes maisons? Quelqu'un disait, est-ce que nous avons besoin, par exemple, de l'eau potable pour mouiller le ciment? Est-ce que, par exemple, nous avons besoin de l'eau potable pour tirer la chasse? Est-ce que nous avons besoin de l'eau potable pour faire certaines choses au quotidien? Non. On peut trouver des solutions avec l'usage peut-être de l'eau de mer. Aujourd'hui, certains pays essaient de traiter l'eau de mer pour un usage domestique, pas pour la consommation, pas pour la préparation, mais pour un usage domestique, comme peut-être tirer la chasse, tirer, je ne sais pas, faire quelque chose qui n'a pas besoin forcément qu'on utilise de l'eau potable. Récemment, j'ai eu aussi l'opportunité de me rendre en Californie. La Californie est un pays où le problème d'eau se pose réellement. Au point où l'État était obligé de construire, on va dire, des canaux pour permettre à l'eau du nord de venir alimenter l'eau du sud, pour venir alimenter plutôt les populations du sud. Et là-bas, l'usage de l'eau est très réglementé, avec des panneaux publicitaires jusqu'à dans votre douche pour vous dire que voilà ce que coûte 1 mètre cube d'eau ou 1 litre d'eau que vous utilisez. Donc, celui-là, tu es sous ta douche et tu vois devant toi une inscription te disant « Utilise rationnellement cette eau parce que c'est de l'or pour l'État ». Il faut arriver à cette politique-là ici aussi en Côte d'Ivoire parce qu'on ne voit pas le problème peut-être maintenant. D'ailleurs, on le voit déjà avec les populations qui gagnent dans certains quartiers. Mais si rien n'est fait, dans 30 ans, le problème va être sérieux ici en Côte d'Ivoire. C'est très difficile de voir des populations qui n'arrivent pas à se laver après 2 jours, après 3 jours. On sera amené peut-être à utiliser l'eau minérale vendue dans les supermarchés pour ne serait-ce que se laver le visage. Et c'est très difficile d'en arriver là. Donc, il est important pour nous d'anticiper peut-être l'usage de l'eau de mer pour certains usages à la maison. Donc, voilà un peu le point de vue que je voulais partager sur ce sujet. C'est très important, Flo l'évoquait, la forêt aujourd'hui, on doit pouvoir préserver nos forêts parce qu'en préservant la forêt, non seulement on luttera contre le réchauffement climatique, mais en même temps l'assèchement de nos différents barrages et cours d'eau. Aujourd'hui en Californie, l'une des méthodes pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est l'implantation des arbres en pleine ville. En Californie, vous ne pouvez pas faire 100 mètres de rue sans trouver un arbre. En aucun moment, vous ne pouvez pas faire 100 mètres de rue sans trouver un arbre. Mais si on est la ville d'Abidjan, pour trouver un arbre, bon, peut-être au plateau, ça va, mais si vous partez dans des communes comme Tréjéville, comme Cocody, il est très rare de trouver un arbre planté en ville. Et je ne prends pas le cas même des villes de l'intérieur où encore l'assèchement est plus prononcé par rapport à la ville d'Abidjan. Donc, voilà autant de pistes de réflexion qu'on devrait peut-être avoir ici en Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de. Merci. Merci bien. Alors, je crois que là, notre échange tire à sa fin. Malheureusement, on n'a pas pu aborder, on va dire, un point qui avait été évoqué par Olivier sur la transition énergétique. On va dire peut-être que ce sera pour une prochaine fois ou sinon on pourra recueillir les questions et éventuellement vous répondre après individuellement. Alors, déjà, merci parce qu'on a pu parler d'infrastructures routières, de transport aérien. On a pu déjà énumérer quelques alternatives déjà à ce qu'on a par rapport au trafic et également par rapport aux investissements qui sont faits, entre autres, essayer de
d'impliquer les populations, d'avoir une stratégie de planification. On a également parlé de l'accès à l'eau, de l'électricité, entre autres de nombreux points qui sont d'autant plus importants à la fois pour la population et pour le gouvernement également, je pense. Donc, il fait partie également des priorités. Et du coup, je vais vous laisser la parole sur ce. Donc, je vais laisser la parole à Flore, puis Olivier et enfin Marc-Élisée pour un mot de fin, pour voilà, dire un peu, peut-être un petit résumé ou voilà. Donc, je laisse la parole à Flore. C'est moi qui ai la parole. Oui. D'accord, merci Joël. En tout cas, merci déjà à Denkem pour cette opportunité qui nous a été donnée pour prendre la parole sur ces sujets qui nous touchent, autant dans notre activité quotidienne ou professionnelle que dans notre vie de citoyen ivoirien en Côte d'Ivoire. Et au thème de cet échange-là, moi, je reviens sur quelques aspects, puisque la question ici, c'était de évaluer tout ce qui est en termes de la vision de l'État par rapport à l'émergence de notre pays sur les investissements en termes d'infrastructures routières et énergétiques. Et ma contribution qui était déjà présentée et sur laquelle je voudrais terminer, c'est que le développement de la recherche doit être couplé avec les travaux d'infrastructures qui sont faits afin d'obtenir des infrastructures qui sont durables. Durables dans le sens de développement durable, mais en termes de coûts aussi pour notre pays, puisque c'est des coûts qui sont assez énormes et on a assez de postes d'investissement dans le pays tels que la santé, l'éducation et autres. Développer des solutions alternatives adaptées, priorisées dans le temps, comme on l'a vu aussi, telles que le transport fluvial, et voir la pertinence de développer peut-être aujourd'hui un transport aérien à tout va, qui n'est pas forcément nécessaire maintenant. Et pour terminer, de maîtriser l'étalement urbain de notre pays. En sous-jacent, on a la question de la vision à long terme que l'État doit avoir, mais de manière à court terme, vraiment maîtriser l'étalement urbain de nos villes. Abidjan et toutes les villes qu'il y a en Côte d'Ivoire, maîtriser cela pour préserver les zones humides, maîtriser l'investissement dans le domaine des infrastructures de transport et assurer une accessibilité aux ressources énergétiques telles que l'eau et l'électricité pour nos populations. Donc voilà ainsi mon mot de fin sur la question qui nous a été posée. Merci bien, merci beaucoup. Monsieur Olivier. Ben, merci. Là. Ben, moi, je suis particulièrement, disons, très, très content d'avoir préparé comme ce panel-là. Et puis, je remercie Romain Denken Institute, qui est quand même une très, très belle initiative, je trouve. Et quand je regarde autour de la table, là, pratiquement, nous sommes tous jeunes. Et c'est très intéressant de voir que nous sommes de plus en plus sensibilisés. On n'attend pas nécessairement que ce soit les pouvoirs publics ou les voies autorisées. Je parle de voies autorisées de nos gouvernants qui doivent nécessairement seulement s'apaisantir, réfléchir, mais avoir quand même ces cas d'échange afin de pouvoir faire des propositions est quand même assez importante. Et au thème quand même, disons, de cette discussion, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est surtout revenir sur la vision long terme. Voilà, l'homme mentionnait tout à l'heure, avoir quand même une vision long terme, mais surtout, un autre élément aussi qu'on n'a pas eu le temps, disons, d'aborder, il faudrait que le gouvernement aussi s'assure d'avoir un portefeuille de projets, disons, un pipeline de projets d'investissement sur le long terme. Tout à l'heure, Marc le mentionnait dans les pays développés comme en Californie ou en Suisse, même ici au Canada, par exemple, au Québec en particulier, est-ce qu'on appelle le plan québécois d'infrastructure? C'est-à-dire, c'est un portefeuille global de projets que le gouvernement compte réaliser sur une horizon de 10 ans et qui est mis à jour chaque année. Et pourquoi? Ça permet aussi de donner de la visibilité aussi, disons, à l'industrie afin de se préparer pour pouvoir soutenir le développement, les projets qui sont en cours. Ce n'est pas toujours les entreprises qui vont venir, disons, de l'extérieur, mais il faudrait quand même pouvoir développer un tissu
intérieur afin de justement redistribuer les richesses parce que c'est les personnes qui vont contribuer aussi à la réalisation de ce projet-là. Et avoir un portefeuille quand même pour communiquer davantage est aussi essentiel. Et puis l'autre point, sur l'urbanisation, il ne faudrait pas avoir une urbanisation quand même assez anarchique, mais la densification, les constructions en hauteur doivent être quand même assez priorisées. C'est-à-dire, et même la réglementation, parce que l'autre point, peut-être un point insignifiant, souvent on ne pense pas, déjà le taux d'occupation du sol, rapidement pour pouvoir terminer, là, le taux d'occupation du sol, quand tu achètes un terrain que tu veux construire, on te dit que tu ne dois pas construire maximum sur 60% de ta valeur, disons, de la superficie du terrain. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On construit sur toute la surface du sol. Et qu'est-ce que cela occasionne? Mais finalement, l'eau ne s'infiltre pas, toutes ces eaux se retrouvent dans les collecteurs. Alors que si chacun respectait ne serait-ce que les normes minimales qui sont établies, et que de construire sur 60% de ta surface et laisser 40% pour permettre à l'eau de s'infiltrer afin d'aller alimenter la nappe phréatique, cela permettrait quand même de réduire, disons, un tant soit peu le poids. Donc, tout ça pour dire quoi? On doit avoir un comportement éco-responsable à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la population que des gouvernants. Et sur ce, je vais m'en arrêter là. Et j'espère qu'on aura quand même l'occasion d'avoir ce type, disons, de table d'échange pour revenir sur certains sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Olivier. Oui, Marc-Élisée, on va conclure sur toi. D'accord, très rapidement. D'abord, j'aimerais remercier une fois de plus les organisateurs pour cette initiative. Merci à Emmanuel Mion, merci à Joël Radio, merci à toi aussi, Joël Taki, et aux autres aussi pour l'organisation de cette conférence. C'est une très belle initiative que j'encourage et moi, en tant que panéliste, je peux dire que c'est ma première conférence à laquelle je participe en tant que speaker et j'espère que c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Et donc, merci à Poutou pour l'invitation et pour la qualité de l'organisation. Revenons au sujet, les prédécesseurs ont bien résumé tout ce qu'il faut dire. Nos gouvernants font beaucoup d'efforts, de sacrifices. C'est déjà encourageant tout ce qu'ils font, mais il y a encore du chemin à faire par rapport à la vision qu'on veut se donner, notamment le fait d'être émergent. Bien vrai, 2020 est déjà passé, mais si on considère que l'horizon 2020, c'est jusqu'en 2029, il y a du travail à faire. Et cela, au niveau des infrastructures, on le constate bien, tant au niveau des routes qu'au niveau des infrastructures aériennes, qu'au niveau de l'eau, de l'électricité qui constituent en fait, l'eau et l'électricité constituent en fait les premiers besoins des populations. Il est important pour nos États, pour nos dirigeants de se pencher là-dessus et d'apporter une solution, non seulement à court terme, mais aussi à long terme, parce que la population grossit. Dans 30 ans, nous allons doubler en nombre, en volume, et il faudrait qu'on ait une vision nette de ce qu'on veut pour cette population en 2050. Est-ce qu'on passe sur du développement des villes qui s'étalent ou de petites villes qui apportent un bon cadre de vie à nos populations? Il faudrait qu'on fasse ce choix-là et apporter une solution durable à nos différentes populations. Je ne reviendrai pas sur tout ce que les autres ont déjà dit, mais voilà un peu ce que je peux dire en conclusion et merci encore pour l'organisation. Merci bien, merci à tous et restez connectés. On passera tout à l'heure au panel 3. Donc, suivez notre page YouTube. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Merci. Mm-hmm.